Armand le disait, sur le rôle néfaste que joue l'Ouganda. On vient de découvrir que les Ougandais se sont retrouvés avec une production d'or exponentielle qui vient d'où? De l'Est. Ça veut dire qu'il y a encore des maillons faibles dans le dispositif de la RDC qui continue dans cette espèce de... C'est vrai qu'on regarde tous vers le Rwanda. Mais la communication cacophonique, beaucoup d'incohérences. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Bon, ces gens-là sont payés quand même pour faire le job. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ont besoin de savoir que les FDLR sont venus après le génocide, machin. On s'en fout de ça. Ça, tout le monde sait déjà. Ça, tout le monde sait. Aujourd'hui, communique-nous sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Dis-nous ce qui se passe sur le terrain. Il y a même des forces armées congolaises, les FARDC, et les accompagnés des Ouazalendo, qui sont en train de récupérer des localités. Je ne sais même pas si le gouvernement est au courant qu'il récupère des localités. Au quotidien, effectivement. Oui, je ne sais même pas si le gouvernement est au courant de tout cela. Merci, maître. Pardonnez ma colère, mais quand même, parce qu'on est quand même indexé, pointé du doigt, comme qu'on est financé par le gouvernement, alors que nous mettons la main dans notre poche pour aider ceux qui... les victimes. Et surtout vous donner de votre temps pour éclairer les Congolaises et les Congolais. C'est énervant d'entendre ce qui se passe, et c'est déjà plus grand qu'autre chose. Je remercie Global Africa Télé Sud pour son investissement sur la question congolaise. Et je suis un des Congolais qui a l'opportunité de passer sur ces plateaux et de rentrer au pays. Les différentes autorités avec lesquelles j'arrive à discuter, les tout derniers, avant de prendre mon avion, c'était les ministres de la Santé qui revenaient d'Addis Abeba, avec qui j'ai échangé sur Global, sur les travaux qu'effectue Global Africa Télé Sud sur la question congolaise. Je pense que très très bientôt, les gouvernements, aussi bien des individus, au sein des institutions congolaises, vont pouvoir se montrer assez reconnaissants sur les travaux que fournissent ces médias. Nous devons combattre le système politique de prédation que nous avons reçu de Mobutu Sese Seko. Si nous ne combattons pas ce système, c'est que le FMI... Parce que depuis Mobutu, c'est toujours le cercle vicieux. Ah ben, trop d'effectifs, trop de dépenses. Oui, mais j'ai vu que même c'est la troisième fois que le président de la République évoque ce sujet. Troisième fois. Non, mais donc c'est le système politique qu'il faut changer. Pourquoi? C'est quoi? C'est le manque de volonté politique ou c'est de l'impuissance? Mais c'est-à-dire, il peut y avoir une volonté politique, mais il faut taper sur la table, il faut vraiment la rigueur. Mais c'est-à-dire le président parle et puis c'est ne le fait pas. Il y a un problème. Mais il faut lutter contre l'impunité, parce qu'il y a aussi l'impunité. C'est quand les gens qui volent. Le président? Non, le président n'est pas un magicien, comme disait Mobutu, pour tout faire. C'est-à-dire qu'il faut une certaine rigueur. C'est maintenant au président de la République de voir dans son entourage, dans le gouvernement, comment les choses se passent, qui fait son travail, qui ne le fait pas. Parce que la faune ne peut pas continuer, ça devient... Parce qu'au fond, messieurs, on va mettre le pied dans le plat, mais cet audit, ça va servir à quoi? Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour parler de l'actualité en République démocratique du Congo, en compagnie de nos chroniqueurs, le doyen Armand Mavinga, vertu de son costume blanc. Bonsoir. Bonsoir, c'est pour apporter de l'espoir au peuple congolais. Merci beaucoup. Que nous allons nous en sortir. Bonsoir, Maître Ben Luther. Bonsoir, Carlyle. Et bonsoir, mon doyen Guy Mafimba. Bonsoir, Caril. Monsieur, ouvrons ce débat avec ce rapprochement sécuritaire imminent entre Kinshasa et Washington. Selon nos confrères d'Africa Intelligence, l'exécutif congolais cherche depuis un an à formaliser le volet sécuritaire de son rapprochement avec les États-Unis. Pour rappel, un protocole d'accord secret avait été conclu le 4 décembre dernier en marge de la signature des accords de paix accordés de Washington. Ce document, dont le contenu exact demeure confidentiel, est censé, selon l'information, poser les jalons d'un partenariat inédit entre les deux pays. Guy Mafimba, avec la visite du commandant de l'Africom, peut-on dire que les choses s'accélèrent et surtout qu'on est près quasiment d'un accord de défense entre Washington et Kinshasa? Oui, je pense que non seulement les choses s'accélèrent, mais ça se matérialise. Mais au regard d'une lecture qu'il faut avoir, il faut partir du principe que les États-Unis
avait ou a des objectifs géopolitiques et géostratégiques dans la sous-région. Je n'ai cessé de le dire qu'avec ce monde multipolaire, les États-Unis s'étant fixé un objectif, comment contrer ce qu'ils appellent eux l'adversaire systémique qui est la Chine. Or, depuis pas mal de temps, on sait que les matières premières critiques vont concourir au leadership mondial. Et il y a 2 leaders aujourd'hui qui émergent, la Chine d'un côté et les États-Unis de l'autre. Donc, objectif géopolitique et géostratégique, premier facteur. Et deuxième facteur, Félix Tshisekedi a compris à un moment que on va dire, celui qui a agressé la RDC, c'est le Kagame. Kagame, on sait pertinemment que c'est pour ces fameuses matières premières rares et stratégiques. Et je me souviens toujours à l'époque, lorsque Félix Tshisekedi était en train de perdre, entre guillemets, le terrain militaire, on lui demandait à l'époque de s'allier avec la Russie. J'étais un des rares à dire non, mais c'est pas le meilleur allié. Il fallait prendre celui qui est véritablement l'adversaire systémique de la Chine. Parce que la Chine était là, et la Chine regardait la décomposition, la balkanisation quasiment de l'Est de la RDC. Et c'est comme ça que Félix Tshisekedi va mettre en place le fameux triptyque dont je parlais à l'époque pour les guerres modernes, la bataille diplomatique, le soft power et, je disais, la bataille militaire. Et Félix Tshisekedi, aujourd'hui, avec les prémices de cet accord militaire, il est dans le 3e volet de son triptyque, le volet militaire. Et ce volet militaire correspond, en fait, aux objectifs géopolitiques de la RDC, dont on disait aussi ici que le curseur était en train d'aller vers Kinshasa. Il est arrivé à Kinshasa, et donc là, nous sommes dans la matérialisation de ce volet militaire qui va correspondre à doter la RDC des moyens matériels du renseignement et autres. Et le 3e facteur, je crois qu'on aura le temps d'en parler, c'est maintenant au regard de la RDC en tant que puissance. Parce que si vous passez votre temps à espérer sur une puissance, mais une puissance n'a que des amis, n'a que des intérêts, n'a pas d'amis. La RDC aujourd'hui doit véritablement montrer de quoi il est capable pour se doter véritablement d'une force militaire de dissuasion et demain conforter cet allié stratégique qui est les États-Unis pour que demain, comme mon ami Mavinga est en blanc, pour que l'espérance véritablement revienne dans ce pays qui est la RDC. Et justement, Mavinga, selon les informations qu'on a eues, cet accord pourrait se traduire par un appui américain pour la formation des forces armées congolaises, de même aussi par l'envoi d'équipements militaires, aussi d'échanges en matière de renseignement. C'est une bonne nouvelle pour la RDC si on arrive à ce partenariat. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Nous avons eu à le dire ici. J'appuie déjà ce que dit mon frère Guy Magloire Mafimba. Mais comme nous l'avions dit, le monde est en train de se... une reconfiguration totale du monde. Il y a un champ d'intérêt immense. Et la RDC a tout intérêt à tirer profit de cet accord militaire. Quand les gens ont récusé l'accord avec les États-Unis d'Amérique, j'ai eu à le rappeler. Il y a des exemples. Nous avons l'exemple de l'Arabie Saoudite en 1945. Ils ont fait un deal sécuritaire avec les États-Unis d'Amérique. Et ils avaient le pétrole, et les États-Unis avaient besoin du pétrole, et ils ont fait un deal à Pointe-C, si je me trompe à l'époque, pour la sécurité. Et nous avons vu que ça a donné aujourd'hui, ça a donné certaine stabilité à l'Arabie Saoudite, et qui a pu, l'Arabie Saoudite, ils ont mis aussi de l'art intelligent pour s'investir dans leur développement. Moi, je pense que la balle maintenant se trouve dans notre camp. Nous avons d'abord un premier point positif, nous avons le potentiel minier qui est à la base de la guerre entre la Chine et les États-Unis d'Amérique. Nous avons un potentiel minier. De deux, c'est notre position géostratégique, la centralité de la République du Congo. Donc c'est un pays pivot avec 9 pays voisins et une ouverture sur l'océan Atlantique. Si nous pouvons tirer profit de cet apport des États-Unis d'Amérique, nous sommes appelés à être véritable puissance dans la région. Parce que de par notre centralité, parce que vous ne pouvez pas aller du nord
vers le sud sans passer par la RDC. Vous ne pouvez pas aller de l'est vers l'ouest sans passer par la RDC. Donc nous sommes, de par cette centralité, une position géostratégique majeure. Et de toi, il y a maintenant la volonté politique. Moi, j'appuie cette volonté politique du gouvernement. Depuis un an, effectivement, le président cherche à aller vers cet accord. Mais maintenant, comme nous le reviendrons, c'est à nous d'y mettre notre intelligence congolaise et aussi notre patriotisme. Parce que comme nous allons le montrer, c'est une bonne chose de s'ouvrir aux intérêts des États-Unis d'Amérique, mais comment nous comptons dans ce partenariat privilégié créer aussi toutes les circonstances pour que les intérêts aussi de notre pays soient pris en charge. Nous reviendrons sur ça, oui. Mais c'est une bonne chose si nous y mettons notre sérieux, notre patriotisme et vraiment notre intelligence pour que nous puissions tirer profit. Mais regardez par exemple, même sur le protocole d'accord qui a été signé à Washington le 4 décembre dernier, il y a l'aspect confidentiel. Et cette confidentialité, elle est contestée par certains qui considèrent qu'il y a là l'absence de transparence. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette démarche? Est-ce que vous croyez qu'on doit dévoiler un peu tout ce qui se passe pour éclairer le débat public? Moi, en tant que républicain, je vais dire ceci. Dans les concerts des nations, il y a toujours eu des clauses qui sont publiques, qui peuvent être publiques, mais il y a aussi des clauses qui celles relèvent d'une certaine puissance géostratégique. Il y a aussi parfois des clauses secrètes. Secrète, ça ne signifie pas que c'est l'affaire seulement du président de la République, mais il y a des clauses parfois qui est seulement de task force, c'est-à-dire task force congolaise, l'intelligence congolaise, la sécurité, et qui est au courant de ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas mettre sur le lieu public. Parce que si la RDC doit jouer le rôle de pivot, de devenir une puissance sur la manière, la sécurité, la coopération régionale économique, en fait, quand on dit stratégie, stratégie, ça englobe ce qui est visible et ce qui est invisible. Donc, moi, ça ne me gêne pas qu'on dise qu'il y a des clauses secrètes, parce que quand on parle de matière d'un État qui vient de sortir, qui doit sortir de cette longue crise, il y a des aspects stratégiques qu'il ne faut pas mettre à la disposition des ennemis. Parce que si les ennemis sont au courant de toutes les dispositions secrètes qui peuvent permettre à la République démocratique de sortir de la crise, mais nous risquons de tomber dans le piège de l'autre camp. Moi, je pense que ça ne choque pas qu'il y ait des clauses parfois. Ce n'est pas pour nous que nous disons géostratégique. Quand on dit stratégique, il y a stratégie visible et il y a toujours les stratégies invisibles. Et moi, je l'ai toujours eu d'ailleurs le dire, parce que vous me posez cette question. Une fois, je l'avais dit quand on parlait des projets de société, des différents projets de société des différents partis politiques pour que nous sortions de la crise congolaise, je l'ai toujours souligné que dans des projets de société, il faut qu'il y ait une part de vision stratégique qu'on ne peut pas mettre sur le lieu public pour que nous puissions sortir de notre crise. Maître Ben Luther. Merci Carlyle. Je crois que je vais élaguer très rapidement sur la question d'abord de la confidentialité. Après, je reviens sur autre chose. Sur la question de la confidentialité, et le doyen a bel et bien raison. Alors, il y a des accords parfois interétatiques qui contiennent des clauses de confidentialité, c'est logique. Je prends juste un exemple simple. Aujourd'hui, l'Ukraine est en pleine guerre. Il y a des pays qui soutiennent l'Ukraine militairement. Il y a même des soldats de ces pays-là qui sont parfois sur le terrain, mais ce n'est pas communiqué. Oui, ce n'est pas communiqué. Donc ça existe et ça, c'est un faux débat. Je le dis pourquoi? Parce que c'était, j'ai suivi Abbé Cholé qui fustigeait la communication de monsieur Mouyaya pour dire que voilà, il ne nous a pas dit que voilà, il n'a pas été transparent sur cet accord. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est un bail amphithéotique pour une durée de 99 ans? Est-ce que il y a dans cet accord, c'est indiqué même qu'il y a une clause de confidentialité, etc. Bon, lui, comment il sait qu'il y a une clause de confidentialité? C'est qu'il a lu l'accord quand même. Donc, ce n'est pas totalement confidentiel. Mais bon, j'en passe. Mais il y a quelque chose que je voulais relever. Et ça, peut-être, ça n'a rien à voir avec la question que vous avez posée. C'est pour élaguer un peu certaines rumeurs, en fait, qui courent. Et Dieu sait, hein, on reçoit souvent des menaces par rapport à notre prise de position sur la RDC. Depuis le début de cette crise, nous n'avons pas fait d'amalgame. Nous savons qu'il y a un agresseur et un agressé.
D'accord? Et nous avons fait le choix de défendre la cause de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a une catastrophe humanitaire. Et quand on parle d'une catastrophe humanitaire, ça dépasse les frontières. Ça dépasse les frontières. Ce n'est plus une problématique congolaise, mais c'est une problématique internationale. Et nous avons fait ce choix-là de lutter dans ce combat. Et seul Dieu sait, Carlyle, vous et moi, je crois que peut-être les doyens ne sont pas au courant, mais tous les mois, nous donnons quand même, nous faisons un don. Nous faisons un don à des ONG pour soutenir la crise humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Et quand je vois dans des commentaires, quand je vois les gens essayer de nous agresser pour dire qu'on est financé alors qu'on ne connaît aucun membre du gouvernement de la RDC, ça m'écoeure et ça m'énerve. Ça m'énerve, pourquoi? Et c'est là que je vais immédiatement attaquer la communication même du gouvernement de la République démocratique du Congo. Je suis vraiment au sérieux, très au sérieux. Nous sommes en période de crise. Il y a une guerre qui est à l'Est, qui est une catastrophe humanitaire. Tout le monde est au courant. Tout le monde sait que c'est une catastrophe humanitaire. Le président de la République est en train de faire des efforts aujourd'hui. Il en passe même de réussir à mettre un terme à cette crise qui date d'il y a, on va dire, plus de 30 ans. Plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans. Le président fait des efforts. Mais j'ai l'impression que son gouvernement ne l'accompagne pas, en tout cas d'un point de vue de la communication. On a aujourd'hui une communication, et d'ailleurs en période de crise et surtout ça, il faut le relever. Je n'ai pas fait de la communication, mais je sais qu'en période de crise, la communication a deux valeurs. Premièrement, la communication, elle peut être soit considérée comme une arme dissuasive, ou encore une communication offensive, ou encore un moyen pour rassurer les populations. Mais aujourd'hui, quand je vois la communication du gouvernement de la RDC, on est plutôt dans une communication défensive, une communication cacophonique, incohérente. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que le gouvernement n'attend que le Rwanda, quand seulement le Rwanda fait une déclaration pour dire que voilà, nous attaquons la RDC parce qu'on veut protéger les Banyamulenge, parce qu'il y a des FDLR, etc. Et là, tu vois le ministre de la Communication venir. Oui, le Rwanda dit ça, il y a des FDLR, c'est un faux débat. Il dit ce que tout le monde sait déjà. Alors que là, on a vraiment des opportunités. Le président Trump, je me rappelle, il avait dit que si vous voulez que nous, on puisse intervenir, il faut que le peuple de la République démocratique du Congo se lève à ce moment-là. Nous, on peut légitimer notre intervention. Mais la communication, rien. Aujourd'hui, moi, j'aurais été à la place du ministre de la Communication. Ça veut dire, si même un oiseau tombe à l'Est, c'est le Rwanda. S'il y a un insecte qui tombe à l'Est, c'est toujours le Rwanda. Il faut être dans une communication offensive. Vous voyez le Rwanda, qu'est-ce qui a fait la force du Rwanda aujourd'hui? C'est la communication. Aujourd'hui, le Rwanda a réussi à inculquer dans la tête de tout le monde une espèce de culpabilité, de pitié à cause du génocide. Ce qui a fait que le Rwanda ait joui pendant un moment d'une espèce d'immunité, en fait, Et aujourd'hui, on a une catastrophe humanitaire à l'Est. Le ministre de la Communication, il ne communique même pas il ne met pas en avant ce côté, je dirais, trop grave même de ce qui se passe. Il ne dit pas, on ne sait pas si les gens meurent ou pas, on ne sait pas. Lui, il vient seulement répondre aux élucubrations du Rwanda. Oui, ils ont dit que les FDL, mais ça, tout le monde le sait. Mais je pense à l'époque du président Kabila, il y avait un très bon ministre de la Communication. Je ne sais pas si... Lambert Mende. Voilà. Je pense que M. Mouyaya, je ne suis pas contre lui. Il ferait un bon communicant, un bon porte-parole du gouvernement en période normale, mais pas en période de crise. En période de crise, il faut une communication, il faut saisir des opportunités. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a un accord de sécurité qui a été... Imminent qui arrive. Voilà, qui arrive. Dadi nous dira puisqu'il vient du Congo. Voilà, bonjour Dadi. Qui arrive. Bonjour. Mets ça en avant. Cherche quels sont les éléments qui peuvent là dissuader non seulement le Rwanda, mais des pays tout autour. Parce qu'il faut savoir que le président Tshisekedi s'est battu non seulement contre le Rwanda, mais avec tous les pays en fait qui soutenaient le Rwanda, y compris même au départ les États-Unis.
quand même au départ les États-Unis. Et aujourd'hui, il arrive quand même à créer quelque chose que je pourrais dire d'innommable depuis 32 ans. Depuis 32 ans. Mais le gouvernement ne communique pas, la communication cacophonique, beaucoup d'incohérences. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Il nous dit seulement ce que nous savons déjà. Bon, ces gens-là sont payés quand même pour faire le job. Est-ce qu'aujourd'hui, les Congolais ont besoin, aujourd'hui, en l'état actuel des choses, ont besoin de savoir que les FDLR sont venus après le génocide, machin. On s'en fout de ça. Ça, tout le monde sait déjà. Ça, tout le monde sait. Aujourd'hui, communique-nous sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Dis-nous ce qui se passe sur le terrain. Il y a même des forces armées congolaises, les FARDC, et les accompagnés des Ouazalendo, qui sont en train de récupérer des localités. Je ne sais même pas si le gouvernement est au courant qu'ils récupèrent des localités. Au quotidien, effectivement. Oui, je ne sais même pas si le gouvernement est au courant de tout cela. Merci, maître, pour votre Pardonnez ma colère, mais quand même, parce qu'on est quand même indexé, pointé du doigt, comme qu'on est financé par le gouvernement, alors que nous mettons la main dans notre poche pour aider ceux qui, les victimes. Surtout vous donner de votre temps pour éclairer les Congolaises et les Congolais. C'est énervant d'entendre ce qui se passe, et c'est déjà plus grand qu'autre chose. Donc il y a des gens qui sont payés pour ça. Bienvenue à Paris. Merci beaucoup, M. Carlyle. Voilà, on parlait de ce rapprochement imminent sur le volet sécurité entre Washington et Kinshasa. Vous qui êtes, je dirais, au cœur du pouvoir, quelles sont les informations que vous avez? Je pense que les sujets que vous mettez sur la table sur la possibilité de l'intervention, on va dire, américaine sur les terrains des hostilités, je pense que c'est une option, tout le monde le sait, c'est une option qui n'était pas à écarter. D'autant plus qu'au-delà des accords économiques, il y a aussi un accord qui a été signé, notamment sur les renforcements des capacités de nos forces armées de sécurité. Mais il y a également toute assistance technique en termes militaires qui a été conclu, en fait, on va dire, dans cet accord, on va dire militaire avec les Américains. Mais rappelez-vous que les présidents de la République avaient fixé les caps pour dire qu'il ne devrait pas y avoir des opérations économiques qui débuteraient notamment dans les cadres de cet accord économique, sans qu'il y ait la paix. Et donc, aujourd'hui, les Américains veulent passer à une étape supérieure, c'est-à-dire à l'opérationnalisation, à la concrétisation de ces accords. Donald Trump, récemment encore, a annoncé l'arrivée imminente des entreprises américaines sur le sol congolais. À partir de ce moment-là, je pense que la pression, aujourd'hui, elle est plutôt dans le camp des Américains, parce que les entreprises américaines sont demandeurs d'arriver sur les sols congolais pour pouvoir commencer. Donc, ce n'est pas, comment je vais dire, ce n'était pas illusoire de croire que les Américains resteraient comme ça pour attendre que la paix tombe du ciel. Et pour préciser, Dadi, pour vous aller compléter, mais j'ai appris que le vice-président, J.D. Vance, avait récupéré personnellement le dossier. Donc, il passe même des coups de fil à Kigali pour avertir aussi, donc pour montrer que les États-Unis sont vraiment... Ça aussi, c'est pas un secret. Nous avons appris par plus d'une fois que les vice-présidents américains ont eu directement des échanges avec les présidents rwandais Paul Kagame. Ici, il faut tout simplement que la communauté internationale, que l'opinion internationale sache qu'on arrivera, en tout cas incessamment, on va arriver au fait que les Américains entrent effectivement en danse sur les terrains des opérations. Parce que il me semble qu'à ces jours, il y a quand même pas mal d'échanges au niveau des informations entre l'armée congolaise et l'Africom. Ce n'est pas un secret que l'Africom était à Kinshasa. Il y a eu des séances de travail avec l'état-major général de l'armée. Et je pense que tout ça n'est pas anodin. Seulement que les choses se feront étape par étape. Mais nous arriverons forcément à cette étape-là où, finalement, les Américains, par le fait qu'ils ont aujourd'hui les soucis, mais de vouloir rendre opérationnel l'accord économique avec la présence des entreprises américaines sur le terrain, et que la RDC ait conditionné les débuts de ces opérations par la paix vérifiable, la paix que tout le monde peut palper du doigt.
je pense que cet aspect des choses est inévitable. Ça, c'est la première chose, M. Carlyle. La deuxième chose, aujourd'hui, comme le disait mon frère Ben Liter, c'est qu'aujourd'hui, sur les terrains, les peuples congolais ne demandent que ça. Parce qu'à un certain moment, les Congolais, les Quinois se disent, mais ok, on a signé avec les Américains, mais sur terrain, qu'adviendra-t-il? Donc, aujourd'hui, ce n'est plus les gouvernements congolais simplement qui est demandeur, mais le peuple est demandeur du fait que les Américains doivent effectivement entrer en danse pour que la paix... Mais pourtant, certains se plaignent, attention, d'un risque d'atteinte au principe de souveraineté sur les ressources naturelles congolaises. Ah non. Certains dans votre classe politique se plaignent de ce risque. Oui, mais d'accord, ceux qui se plaignent de ces risques, ceux qui se plaignent de ces risques, ce sont ceux qui sont à la recherche des positionnements. Ce sont ceux qui sont dans une entreprise de diabolisation, au fait, on va dire, de ces processus partenariaux qui existent entre les Américains et la République démocratique du Congo. L'accord est public. Tout le monde a accès à cet accord. Et dans cet accord, point n'est question de pouvoir brader, en fait, on va dire, la souveraineté des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. Monsieur Carlyle, ces ressources naturelles ont existé depuis la nuit des temps, avant l'indépendance et après l'indépendance. Ça veut dire qu'à un certain moment, il faut réfléchir sur la nécessité de faire en sorte que ces ressources naturelles profitent bien aux Congolaises et aux Congolais et au Congo. Donc, si ce n'était pas avec les Américains, ça aurait été avec les Turcs, ça aurait été avec les Israéliens. En tout cas, à un moment donné de la vie de la République démocratique du Congo, les accords devraient bien exister avec tel ou tel autre État pour pouvoir exploiter ces minerais de sorte à ce que ça profite au développement et à l'émergence de la République démocratique du Congo. Je vous rappelle qu'il y a eu un accord qu'on a à un certain moment qualifié de l'accord du siècle. L'accord qui a été signé entre Kabila et la Chine. Et cet accord qui a été valorisé ou révalorisé, si vous voulez, par Félix Tshisekedi, qui nous a ramené autour des 6-7 milliards de dollars aujourd'hui qui sont en train d'être investis dans les infrastructures. Vous suivez la construction des universités en République démocratique du Congo, vous suivez aujourd'hui un projet immense, notamment dans la construction des infrastructures aéroportuaires, et des routes. Donc, c'est justement la révalorisation de ces contrats qui, aujourd'hui, a permis ou permet cette révolution au niveau des infrastructures. Donc, il y a déjà un accord qui a existé. Et jusqu'à preuve du contraire, la Chine, les Chinois, sont en République démocratique du Congo. La troisième chose qu'il faut souligner, c'est que l'accord qui a été signé avec les Américains n'est pas un accord exclusif. N'est pas un accord exclusif. Vous avez suivi que récemment, les présidents de la République étaient dans les pays du Golfe pour, encore une fois de plus, signer des accords. Donc, il n'y a pas d'exclusivité aujourd'hui en termes de partenariat économique entre la République démocratique du Congo et un État tiers. Aujourd'hui, c'est que demandent les peuples. Comme disait un artiste congolais, Félix Oazekwa, pour ne pas les citer, que demandent les peuples? Aujourd'hui, plus de 30 ans après, le peuple congolais demande la paix. Et s'il faut coopérer avec une puissance quelconque, et à l'occurrence les Américains, pour pouvoir recouvrir la paix, et qu'à travers cette paix, on puisse avoir un début de l'émergence et du développement par les échanges avec les ressources naturelles que nous avons, le peuple congolais aujourd'hui dit oui. Bien. Merci Dadi. Du côté du Rwanda, comment on observe tout ça à votre... Ah tiens, vous avez comme si vous avez pensé à ce que je voulais dire. Effectivement, l'optimiste doit être un optimiste rationnel. J'ai parlé tout à l'heure des guerres modernes, ça se gagne à travers un triptyque. Et on a toujours salué le leadership du président Tshisekedi à travers ce leadership diplomatique, soft power, je vais y revenir, et surtout militaire. Mais ce que vous dites là sur le Rwanda est intéressant. Il n'est pas resté les bras croisés. Il y a eu quelque chose, il y a eu un incident dernièrement, les fameux drones qui ont tenté d'attaquer l'aéroport de Kisangani. Un certain nombre d'éléments d'appréciation, des renseignements disent que, certains disent que c'est parti
de la RCA. Centrafricaine. Là où il y a des troupes rwandaises. D'autres disent que ce sont entre guillemets, des agents infiltrés sur le territoire qui ont attaqué. Ça pose un problème. Ça pose un problème dans le sens où, effectivement, moi je pense que les renseignements militaires ont commencé déjà à fonctionner, américains, au profit de la RDC depuis pas mal de temps. Souvenez-vous de la chute d'Ouvira. Ce sont les Américains qui ont apporté des éléments factuels. Ils avaient tant d'éléments, ils avaient commencé déjà à fonctionner. Et donc, la force, les FARDC, doivent chercher à savoir d'où viennent ces drones-là. Qui a attaqué? Ça vient d'où? Par exemple, laquelle je dis, il ne faut pas être dans un optimiste béat. Deuxième élément, tu as parlé de Paul Kagame. Oui, il n'a pas resté tranquille. Il s'est retrouvé aux États-Unis auprès de l'AIPAC, Américaine Israël Public. C'était pendant le week-end du sommet de l'Union africaine. En plus, il a regardé un match de basket. Il est parti là-bas tranquillement, reçu par ce lobby entre guillemets juif. C'est pas péjoratif ce qu'on dit. Ça veut dire qu'il n'est pas resté les bras croisés. Il travaille aussi. Il continue à travailler. Ça veut dire aussi que, je le disais tout à l'heure, les puissances n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. S'ils sentent qu'il n'y a pas du sérieux du côté de la RDC, ils peuvent se retourner chez l'agresseur pour continuer à piller et à provenir. Moi, j'ai été surpris, et je ne suis pas surpris, souvent Armand le disait, sur le rôle néfaste que joue l'Ouganda. On vient de découvrir que les Ougandais se sont retrouvés avec une production d'or exponentielle qui vient d'où? De l'Est. Ça veut dire qu'il y a encore des maillons faibles dans le dispositif de la RDC qui continue dans cette espèce de... C'est vrai qu'on regarde tous vers le Rwanda. Non, c'est dangereux. Il y a des... Il y a des voisins assez truands. Il y a aussi les ADF Nalou qui massacrent. Et je continue encore sur un quatrième élément qui m'a attiré mon attention. Au niveau du Parlement européen, où on a vu un député... Mariani. Voilà. Tenir des propos responsables pour dire non. Je ne peux plus continuer à jouer ce petit jeu avec le Parlement européen. Ils sont dans l'incapacité de condamner le Rwanda alors que le Rwanda est en train de piller et tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne doit pas être dans un optimisme béat. Ça veut dire qu'au niveau de la diplomatie, le travail doit continuer. Au niveau des gens du leadership du président Tshisekedi. On peut se féliciter du fait qu'aujourd'hui, le Burundi a pris présence de l'Union africaine. Et la RDC se retrouve au niveau du Conseil de sécurité et de paix de l'Union africaine. On peut se féliciter. Mais en même temps, on peut aussi se poser la question sur... je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure. Moi, quand j'ai vu le président Mouyaya, le ministre Mouyaya, il a peut-être un avenir. À France 24, à TV5, je ne suis pas là en train de tirer sur vos concurrents, pas du tout. Je dis tout simplement que nous avons constaté que ces différents médias proches des milieux européens passent plus leur temps à taper sur la réalité de ce qui se passe en RDC. Oui, bien sûr. Ils ne prennent pas soin d'appeler aussi les Africains pour parler des problèmes africains. On nous amène des spécialistes, soi-disant, de l'Afrique, mais qui, lorsqu'on les écoute dans leur contenu, c'est des spécialistes de nom. Permettez-moi que je sois un peu prétentieux, parce que souvent ils parlent des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. Et Mouyaya, quand il passe dans ces médias, mais il doit avoir un regard aussi sur des médias qui font un travail. Deuxième levier, on est accusé de soft pour rien, power. surtout. Nous avons eu à mettre en difficulté l'armée numérique de Paul Kagame sur ces studios de Global Africa Télé Sud, pour une fois faisant notre promotion. On a mis à nu l'armée numérique de Kagame. Ben, il faudrait que les autorités de la RDC puissent avoir un regard sur les médias qui font un travail, qui prennent de leur temps pour faire en sorte que la RDC, qui est la centralité géostratégique, puisse participer au progrès en RDC, au progrès de l'Afrique. Et ça,
je le dis là en présence de M. Dadi, il faut dire aux autorités. Il fera la RDC, commission. Ah ouais. Les problèmes de la RDC ne concernent pas seulement les ressortissants de la RDC. C'est un problème africain à travers la tragédie humanitaire. C'est un problème africain à travers le fait que c'est une centralité géostratégique et qu'il faut prendre en compte cela parce qu'aujourd'hui, les batailles modernes se jouent au niveau aussi du soft power. Et le soft power aujourd'hui est en notre faveur parce que il y a des spécialistes aussi africains qui sont mieux placés que les fameux spécialistes européens pour faire ce job-là. Puis nous faisons ce job avec le pas cœur. d'optimiste BA. Il faut être dans l'offensive, mais à condition qu'on prenne en compte les faiblesses pour avancer dans cette bataille contre l'agresseur rwandais. J'espère que les messages sont passés, les messages de mes chroniqueurs sont passés. Monsieur Carly, ils sont à remonter aujourd'hui. Allez-y. Permettez une petite réaction par rapport à ce que vient de dire mon aîné. Premièrement, il faut dire que la République démocratique du Congo, par le leadership de Félix Tshisekedi, n'est pas dans une posture de dormir sur les lauriers en se disant que le travail est fait. Le travail n'est pas fait, il n'y a pas d'optimisme BA, il y a plutôt de la clairvoyance, il y a plutôt de la prudence. Premièrement. Deuxièmement, il y a un travail qui est en train d'être fait, de se poursuivre, aussi bien au niveau diplomatique et dans les différents salons, on va dire, internationaux, où la question de la République démocratique du Congo se pose. Rappelez-vous qu'à un certain moment, même à l'intérieur de la République démocratique du Congo, personne ne comprenait la direction diplomatique que prenait Félix Tshisekedi, au point qu'il a été taxé des pigeons voyageurs, il a été taxé de tous les noms. Mais regardez combien d'années après, les fruits de ces différents voyages, les fruits de ces différentes participations à des forums internationaux et à des rendez-vous à gauche à droite, commencent à se faire sentir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Monsieur Ben Litter vient de le dire sur ces plateaux. Depuis 2 mois, presque 3 mois aujourd'hui, je vous mets ici sur ces plateaux à défi de dire quelle est encore la localité qui a été vaincue par l'AFC M23. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est en train de se faire. Non seulement... Qui n'est pas vulgarisé, Excusez-moi. Ouais, non seulement au niveau diplomatique, mais également sur terrain. J'informe ici sur ces plateaux que pas plus tard qu'hier, toute la cité de Minembwe a été récupérée par l'armée congolaise et aujourd'hui... À partir de l'aéroport de Kavumu. Et aujourd'hui, il y a des avancées qui sont en train d'aller vers Kavumu. Mon cher Dadi, Oui. on n'est pas en contradiction. Juste avant que tu continues, juste ce que tu es en train de dire là, Ouais. il a dit tout à l'heure, en communication de guerre, chaque jour, il devait avoir un rapport. Je vais arriver sur le plan de la communication. Je vais arriver sur le plan de la communication. J'arrive. Sur le plan de la communication, pour préparer cette émission, j'ai été obligé d'aller voir Reuters, toutes les agences de presse, d'aller voir sur X pour faire la synthèse des avancées au niveau militaire. Il faut reconnaître, quand je parle d'optimiste BA, c'est pas le président Tshisekedi. Je suis d'accord. Lui, il fixe un cap. Mais ceux qui doivent mettre en musique... Je vais y arriver. Je vais vous rencontrer. Les leviers Je vais vous politiques, rencontrer. il y a une faiblesse. Je vais vous rencontrer. Voilà. Je vais vous rencontrer. Voilà. Donc, je partais étape par étape. Et donc, il y a des avancées. C'est pour dire que l'État ne dort pas. Aujourd'hui, M. Carlyle, je remercie l'élan panafricain sur ces plateaux. Je remercie Global Africa Télé Sud pour son investissement sur la question congolaise. Et je suis un des Congolais qui a l'opportunité de passer sur ces plateaux et de rentrer au pays. Les différentes autorités avec lesquelles j'arrive à discuter, les tout derniers, avant de prendre mon avion, c'était les ministres de la Santé qui revenaient d'Addis Abeba, avec qui j'ai échangé sur Global, sur les travaux qu'effectue Global Africa Télé Sud sur la question congolaise. Je pense que très très bientôt, les gouvernements, aussi bien des individus, au sein des institutions congolaises, vont pouvoir se montrer assez reconnaissants sur le travail que fournit ces médias. Notre présence aussi ici, c'est une marque de reconnaissance au travail qu'abat cette chaîne de télévision. Maintenant, je suis d'accord. Je suis d'accord avec M. Ben Litter, je suis d'accord avec mon aîné pour dire que
à l'opposé du Burkina ou des États du Sahel, nous n'avons pas assisté à l'effervescence, à l'adhésion populaire par rapport à ces conflits au niveau de notre pays. C'est pour ça que, par exemple, notre mouvement politique Horizon a initié encore récemment ce que nous appelons une campagne sur le patriotisme, pour justement amener les Congolaises et les Congolais à adhérer dans cet élan ou dans les caps qu'a fixé le président de la République. Je suis d'accord que sur le plan communicationnel, le ministre Mouyaya, il fournit des efforts, mais il doit en fournir davantage. Absolument. Il doit tendre la main vers d'autres, ce que j'entends un peu M. Jean-Luc Mélenchon appeler les nouveaux médias. Il doit tourner les regards vers les médias comme les vôtres, vers d'autres stratégies, au-delà du travail qu'il effectue déjà. À ce niveau-là, je suis tout à fait d'accord avec vous sur la nécessité de fournir davantage des efforts et surtout de diversifier des canaux communicationnels pour pouvoir enranger davantage, pas seulement les Congolais, mais les Africains et la communauté et l'opinion internationale de manière générale, parce que la question de la République démocratique du Congo est d'abord, avant tout, une question panafricaine plutôt qu'une question congolaise. Merci beaucoup, Dadi. Enfin, je tiens à clarifier, vous avez la parole, mais c'est la première fois que sur le plateau, vous avez deux chroniqueurs qui quand même font des coups de gueule sur ce sujet, parce qu'effectivement, on est en guerre. Je le dis, parce qu'on soutient tous la RDC dans sa guerre d'agression menée par le Rwanda. Donc nous sommes en guerre, la guerre numérique se fait sur ce plateau, et Montoya le dit à juste. Et on est menacé pour ça, nous. Voilà, on reçoit des menaces. De nos vies, nos menaces, les droits, voilà, vous tous ici qui venez sur ce plateau, même Dadi, vous toi aussi également, j'imagine. Donc aujourd'hui, on arrive à renverser un récit du Rwanda depuis combien d'années? 30 ans. Les messages qu'on reçoit, les photos que j'ai reçues de Goma, merci encore, chers amis. On mange même gratuitement parfois dans certains restaurants. Ça fait vraiment plaisir. On n'est pas demandeur d'argent forcément, mais si la reconnaissance est très importante. Mon doyen disait à Justine, quand vous êtes ministre de la Communication et que vous passez dans un pays qui abrite la chaîne, le minimum serait de rencontrer celles et ceux, en tout cas, qui sont des soldats numériques pour la RDC. Et pour montrer qu'on n'est pas même à la recherche d'un soutien gouvernemental et qu'on est neutre, on va parler d'un sujet qui concerne les Congolais, celui du paiement des salaires. Regardez ce que le président... Je voulais quand même rassurer que le ministre Mouyaya, c'est quelqu'un d'attentionné. Il ne manquera pas forcément de pouvoir corriger. Il faudra... C'est ça, mes chroniqueurs ont fait le coup de gueule. Ça, c'est pour l'a dit. On parlera du sujet des salaires parce qu'on est pris par le temps rapidement avec l'audit lancé par le chef de l'État. Regardez, le FMI a alerté la RDC sur l'explosion de la masse salariale qui dépasse plus de la moitié du budget de l'État. C'est quand même assez fou, cette affaire. Oui. Comment on pourrait expliquer ça? Vous savez, dans la provision budgétaire, parce que c'est dans le domaine de l'éducation, la santé, et je pense la défense aussi, la santé. Mais ce que moi je veux dire, vous savez, dans la projection budgétaire, il y a depuis de nombreuses années, le budget est plus absorbé par le fonctionnement des institutions. Et il ne reste pas grand-chose pour les urgences sociales et surtout pour l'investissement. Et c'est assez curieux parce que, comme je l'ai dit toujours, il faut toujours interroger le passé pour se dire comment nous pouvons toujours être dans de mêmes situations qui se répètent avec le Fonds monétaire international, comme dans le passé, même à l'époque de Mobutu. Dans le secteur social, il y a toujours un problème de planification. Vous savez, quand vous prenez des décisions, par exemple, dans le domaine de l'éducation, il y a le domaine de l'éducation pour tous, la gratuité de l'enseignement. Il y a donc des imprévus auxquels on doit faire face, parce que du moment qu'on a lancé la gratuité de l'enseignement, il s'est fait qu'il fallait créer de nouveaux postes, des infrastructures et autres. Parfois, ce sont des trucs qui n'étaient pas prévus dans le budget, mais ce sont des urgences qui se sont créées sur le terrain où il fallait que l'État puisse faire réagir. De deux, et ensuite dans le domaine de la santé, avec la gratuité de la maternité... Attendez, ça veut dire qu'on emploie des gens en n'ayant pas l'argent pour les payer. En fait, je ne sais pas, expliquez-moi. Non, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles dépenses qui se sont créées en cours de l'exécution du budget. C'est ce que le FMI dit. Non, le FMI plutôt fustige le fait qu'il y a une masse salariale trop importante. Mais c'est surtout ça. C'est pas le fait qu'on a créé et qu'on a pas payé. Non, le budget, c'est pour dire que le budget, généralement le budget, même dans le fonctionnement des institutions, vous verrez plus ce sont des salaires de ministres, des conseillers et autres qui prennent le gros du budget. Et ce qui fait qu'on a peu d'argent pour investir dans le social, dans les urgences sociales. Ça, c'est un fait réel et il faudra maintenant
moi, je pense que la clé de tout cela, ça doit être une véritable politique de création de richesses. Pour créer des richesses qui permettent de doter le pays. Mais le président, par exemple, lors du Conseil des ministres, il a chargé le ministre du Budget d'assurer, je cite, une stricte concordance entre les effectifs budgétaires et ceux rémunérés. Ça veut dire quoi, vous faites? Non, ça voudrait dire Est-ce que vous quoi? voyez là où je vais arriver? Oui. Donc c'est pour dire que nous avons toujours eu des soucis de maîtrise d'effectifs. Voilà. Soucis de maîtrise d'effectifs. Ouais. Depuis l'époque de Mobutu, ce sont de manière cyclique, ça revient. Donc c'est-à-dire qu'il y a certains qui emploient... Qu'est-ce qui est à base de ça? Oui. Le clientélisme politique. Par exemple, au niveau de la fonction publique, quand on emploie des gens sur le plan du clientélisme politique, des partis politiques qui viennent, quand on accède au pouvoir, et des partis politiques qui veulent introduire leurs agents dans les fonctions publiques. Vous voulez récompenser les gens qui ont lutté avec vous dans les fonctions publiques. Ce sont des pièges. Depuis l'époque de Mobutu, ça devient un truc cyclique où des gens créent d'emplois pour récompenser. Il y a le clientélisme politique. Il y a aussi l'opportunisme, parce qu'il y a des gens qui s'enrichissent sur ça aussi. Hein. Dans cette masse salariale, il y a des gens qui créent d'emplois et la maîtrise aussi des fictifs. Et de temps en temps, nous sommes revenus dans ce piège-là des fonctionnaires fictifs. Quand le président demande le Fonctionnaires fictifs, à votre avis, vous croyez qu'il y a des fonctionnaires fictifs? On crève, ce n'est pas pour rien qu'il y a des contrôles. Parce qu'en de contrôle, on se rend compte que quand l'effectif augmente, il faut vérifier ce qu'est réellement le personnel qu'on est tenté de payer sur le plan salarial. Est-ce que c'est le personnel réel qui est sur le terrain? On l'avait remarqué au niveau de l'armée. Et il y a eu un moment donné au niveau de l'armée, c'était scandaleux. C'était plus de... on disait qu'il y avait, par exemple, sur quelque part, il y a 150 000. Quand on va payer, on se rend compte qu'il n'y a que 30 000. Donc il y a vraiment un système de fraude organisé. À grande échelle, c'est incroyable. Oui, à grande échelle. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle, un des éléments, je voulais insister sur ça, même dans l'accord que nous avons avec les Américains, nous devons combattre le système politique de prédation que nous avons reçu de Mobutu Sese Seko. Si nous ne combattons pas ce système, c'est que le FMI... Parce que ça date depuis Mobutu, c'est toujours le cercle vicieux. Ah ben, trop d'effectifs, trop de dépenses. Oui, mais j'ai vu que même c'est la troisième fois que le président de la République évoque ce sujet. Oui. Troisième fois. Non, mais donc c'est le système politique qu'il faut changer. Pourquoi? C'est quoi? C'est le manque de volonté politique ou c'est de l'impuissance? Mais c'est-à-dire, il peut y avoir une volonté politique, mais il faut taper sur la table, il faut vraiment la rigueur. Mais c'est-à-dire le président parle et puis c'est ne le fait pas. Il y a un problème. Mais il faut lutter contre l'impunité, parce qu'il y a aussi l'impunité. C'est quand les gens qui volent. Le président? Non, le président n'est pas un magicien, comme disait Mobutu, pour tout faire. C'est-à-dire qu'il faut une certaine rigueur. C'est maintenant au président de la République de voir dans son entourage, dans le gouvernement, comment les choses se passent, qui fait son travail, qui ne le fait pas. Parce que la faune ne peut pas continuer, ça devient... Parce qu'au fond, messieurs, on va mettre le pied dans le plat, mais cet audit, ça va servir à quoi, concrètement? Maître Benouté. Très bien. Alors, d'abord, il faut noter que la RDC, aujourd'hui, même si le doyen a rappelé l'histoire, c'est un pays en guerre. Et un pays en guerre, il faut assainir les finances. C'est logique. Alors, pourquoi un audit sur la paye publique? D'abord, l'idée, comme vous l'avez dit, c'est de vérifier ce que l'on appelle l'état liquidatif en fait des fonctionnaires. C'est-à-dire voir la correspondance entre les fonctionnaires réellement inscrits et ceux qui sont payés. Or, aujourd'hui, en RDC, il y a parfois, comme le doyen l'a dit, il y a des fonctionnaires, on vous dit qu'il y a 100 fonctionnaires qui sont inscrits, mais ceux qui sont payés sont plus de 100, par exemple. Donc le reste, souvent, va dans la poche, en fait, des responsables de ces administrations. Donc il y a ce qu'on appelle des emplois fictifs, on va dire ça. Et donc ça, c'est le deuxième objectif. Le deuxième objectif, c'est de vérifier, parfois, il y a des doublons. Vous avez des doublons, vous avez, par exemple, un fonctionnaire il est à la fois fonctionnaire et autre chose. Donc il cumule, en fait, il cumule. Et ça a un impact sur le budget de l'État. Pourquoi? Parce que la fonction qu'il cumule avec sa fonction de fonctionnaire n'est pas budgétée, en fait. N'est pas budgétée par l'État. Et à côté, il y a des emplois, donc des fonctionnaires fictifs qui n'existent pas. Vous avez aussi des fonctionnaires qui, parfois, ils sont bien inscrits, mais ils ne vont jamais au travail, donc ils ne produisent pas de la richesse. Ils ne produisent pas de la richesse et ils sont payés gratuitement. Et ça a un impact aussi sur
sur le budget. Et puis en fait, l'idée c'est de rétablir, en quelque sorte pour le dire, c'est surtout de rétablir la discipline en fait budgétaire. Alors, moi j'ai noté trois enjeux dans le contexte actuel de la RDC. L'idée c'est d'abord l'enjeu économique, c'est-à-dire de maintenir les programmes d'appui financier avec des partenaires, notamment avec le FMI. Donc il faut très rapidement assainir les finances. Et puis l'enjeu institutionnel, c'était de renforcer surtout la gouvernance publique et lutter contre donc, ces pratiques budgétivores. Et là, je m'aimerais rester une minute sur ces enjeux institutionnels. Vous avez un gouvernement pléthorique. Vous avez un gouvernement avec, je ne sais pas, plus de 50 ministres. Non, c'est moins que ça. Si, c'est plus de 50. Ils sont 57, je crois. 57. Voilà, j'ai été même gentil. C'était 57 ramené à 57. Ils sont non, c'était 58 ramené à 57. Bon, ils sont 57. Pour un pays, déjà, qu'il faut le rappeler, qui est un pays hors guerre. Ces ministres, ils ont chacun une équipe, ministère, etc. Ils ont une flambée de conseillers. Donc 57 cabinets. Voilà, 57 cabinets. Et quand on voit le travail même qui est fourni sur le terrain, j'épargne la première ministre. J'épargne par exemple, parce que moi je suis l'actualité de la RDC, je connais les ministres qui sont sur le terrain, je les connais pas tous. Vous avez par exemple monsieur Eliezer Tamboué, il fait un travail incroyable, on le voit. Pardon, je ne le connais pas, il fait un travail incroyable. Vous avez, par exemple, vous avez cité la question des infrastructures, des transports, etc. Jean-Pierre Mbemba, qui là aussi fait un travail incroyable. On peut citer d'autres. D'accord, il y en a beaucoup qui font quand même leur travail, mais les autres, à mon avis, sont quasiment inutiles. Il y a des ministres que même les Congolais eux-mêmes de la diaspora ne connaissent même pas. Ils sont trop nombreux. Pas de la diaspora, même des Kinshasa. Même de Kinshasa, ne connaissent même pas. Donc ils sont trop nombreux. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire le train de vie de l'État. Vous voyez, à côté du gouvernement, vous avez le Parlement. Et que font-ils en fait, ces parlementaires? Qu'est-ce qu'ils ont déjà, en période de guerre, qu'est-ce qu'ils ont déjà réellement proposé aujourd'hui? Renverser le président. Il n'y a vraiment rien, à part renverser Vital Kamerhe pour des questions d'intérêt. Dormir pendant les discours. Voilà. Ils gagnent combien? On n'arrive pas à rationaliser cela. Et vous avez des gens qui ont la volonté de travailler, qui ont la volonté d'entrer dans le gouvernement pour apporter de la... qui ont une mission qu'ils mènent déjà depuis un certain moment sur le terrain pour aller convaincre, etc. Les gens comme Dadi nous a parlé de son mouvement Horizon, etc. C'est un homme de terrain. Des gens qui ont la volonté de faire le travail, ils n'ont pas la chance d'intégrer le gouvernement. Ceux qui n'arrivent même pas à communiquer sur la guerre, ils sont là à... Merci, Ben. Non, je termine. Terminez rapidement. Sur l'enjeu politique, c'est surtout d'aller vers une vraie rationalisation des effectifs et la réduction surtout des salaires. Je crois que c'est l'objectif. Salaire de qui? Le salaire de tous ces... Des ministres? Oui, des ministres, de ceux qui ont la charge des institutions. On ne va pas réduire le salaire des fonctionnaires, ceux qui ont la charge des institutions. Et aussi, il faut rappeler que cette masse aussi a augmenté dans la mesure où le président Tshisekedi, quand il a compris qu'on avait une armée de clochards, c'est-à-dire des gens qui étaient sur le terrain, qui combattaient, qui donnaient de leur sang, mais qui en revanche vivaient dans des conditions déplorables, il a augmenté quand même le salaire en fait des soldats. À cela, moi j'aimerais même qu'un soldat, un phare d'essai puisse gagner même $1000, $1500, $5000 qu'un simple ministre dont on ne connaît pas le nom en fait. Je ne vise pas Patrick Mouyaya. Je parle d'autres ministres dont on ne connaît même pas. Ou les députés qui n'ont jamais fait une proposition de loi. Mais les députés, c'est le suffrage universel direct. Arrêtez de remettre en cause le principe démocratique. On est un pays en guerre. Je vais être relativement court. Bon, moi, je pense que déjà la sortie du FMI, je trouve un peu ça devient excessif. Vous savez, c'est ce qu'on appelle des coups d'État financiers. Hein. Nous sommes dans un pays qui est en guerre. Ils pouvaient faire une petite note auprès du ministre concerné. Mais il se drape dans une posture de... Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est que l'affaire est grave. C'est vrai que ça signifie que les caisses sont vides, mon doigt. Non, je vais expliquer qu'il n'y a rien de grave dans ça. C'est eux qui prêtent l'argent. Inopportun. La réaction, j'ai beaucoup apprécié la réaction du président qui demande un audit, mais en même temps, quand tu dis ça,
le FMI aujourd'hui, là, il n'a pas vu comment ça dérapait au niveau du Sénégal? Avec aujourd'hui... La dette cachée. Bon, la dette cachée. Mais chez moi, au Congo, là, il y a des gens qui ont 50 mois sans salaire. Pourquoi le FMI ne fait jamais ce genre d'alerte? Non. Si, ça a été fait. Ben, écoutez, Monsieur, au Congo, même à la CEMAC. Jamais vu ça. Si, mais la CEMAC, la dernière réunion de la CEMAC. Non, c'est dans les revues. Laisse-moi finir. C'est dans les revues qu'ils font ce genre de choses. Je trouve que ça a été inopportun et pour moi, ça cache quelque chose. Un pays en guerre, on ne va pas comme ça pousser les populations à se dire on est en train de voler de gauche à droite. Il faut dire une chose. Cette affaire, c'est soit structurelle, conjoncturelle ou le fait d'ordonner. Vous savez, il y a deux ministres qui viennent d'arriver, le ministre des Finances et le ministre du Budget. Il y a un problème d'ordonnancement. Et même plus loin, le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur de la Banque centrale. Donc pour moi, c'est les trois facteurs. Structurel, conjoncturel et le fait qu'il y a de nouveaux ministres. Maintenant, il faut regarder seulement, moi j'ai regardé les spécialistes, qu'est-ce qu'ils disent? La première ministre, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que c'est un problème technique. Mais là aussi, déficit de communication. Une fois que vous avez dit ça, il faut aller expliquer, il y a un problème technique, il y a ceci et cela. Donc, parce que ça peut créer des soulèvements. Et il n'y a plus rien après. Ça n'a pas suivi. Deuxième chose, moi j'ai écouté un professeur, Godin Poyi. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, il fait le lien entre le dollar, la base du dollar avec le franc congolais et qu'il y a un problème de recette fiscale en janvier et il y a une tension de trésorerie. C'est aussi une hypothèse. Mais je préfère beaucoup plus l'hypothèse développée par Germain Kabinga et Patrick Mundeke. Ce sont des spécialistes aussi. Moi, je ne suis pas spécialiste. Moi, j'ai regardé un peu toutes les versions. Qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y a pas de lien entre la Banque centrale, le problème monétaire, et pour eux, c'est une politique publique qu'il faut maîtriser. C'est-à-dire, ils estiment que les prévisions étaient trop optimistes en termes de recettes fiscales. Ils estiment que, évidemment, il y a une priorité au niveau des urgences. Ça va de soi. Le pays est en guerre. Mais je n'exclus pas ce que tu viens de développer ou venez de développer. Un problème de la maîtrise des effectifs, et ça c'est valable un peu dans tous les pays africains, et un problème aussi... On a beaucoup de pays de fonctionnaires aussi. Voilà, et un problème aussi du fait que le pays est en guerre. En réalité, le problème est à la fois conjoncturel, structurel, et un problème d'ordonnement au niveau des ministres. Mais en réalité, je reviens sur la communication. Et c'est là où je pense qu'il faut aider le président Félix Tshisekedi. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de digue. Avant que ça n'arrive au niveau du ministère des Finances, cette affaire devait être réglée au niveau de la première ministre. On devait arrêter. On a l'impression qu'on frappe directement sur le président et il n'y a pas on de... devait arrêter. Voilà. C'est la troisième fois qu'il demande d'assainir les finances. Ça devait être... Bah oui, enfin, c'est ça ce que devait je être vois. résolu au niveau et surtout au niveau de la communication. Je pense que ça suffit pas. Il faut lancer pas une fatwa, mais il faut appeler quand même à un minimum d'humilité des partenaires multilatéraux. Le FMI n'a pas la légitimité comme ça de déstabiliser le moral des troupes. Ils appuient, mon doyen, ils appuient la RDC. Pardon? Ils appuient la RDC. Oui, mais comme j'ai dit, il y a des canaux. Il y a des canaux pour envoyer un message. Mais doyen, si déjà la FMI déjà par 3 fois alerte le président et que le président a demandé un audit 3 fois déjà, rien n'est fait. Rien n'a été fait. Vous voulez que le FMI fasse quoi? C'est le partenaire principal. Écoute, il y a un quand retard. le FMI prête de l'argent, pour ne pas doit avoir priver des la garanties. parole à Dadi. Maître, c'est pas 10 mois de salaire impayé. Un retard de quelques jours. On ne va pas arriver à ça. Je dis au Congo, il y a 50 mois, les gens ne sont pas payés. C'est pas tant pour les salaires, mais c'est vraiment un problème global en fait, pour assainir les Dadi, finances. c'est quoi la situation actuellement chez vous sur ce sujet? Bon, monsieur Carly, parce que moi j'ai appris que les gens parlaient salaire. J'entends, mais il faut revenir un peu en arrière pour se rendre compte que c'est quand même sur les cendres du passé, en matière des fonctions publiques en République démocratique du Congo, que Félix Tshisekedi a lancé un plan pour la restructuration de la fonction publique. Depuis 2019. Excusez-moi, ben, je vous dis que c'est sur les cendres du passé. Okay. Et les doyens a évoqué les pratiques
anciennes et même qui persistent jusqu'aujourd'hui. Donc, il faut rebâtir parce que là, en RDC, tout est à rebâtir. Et c'est de là que nous sommes en train de partir. La première chose, on ne peut pas avoir une administration performante à partir du moment où on n'a pas la maîtrise des effectifs. On ne peut pas avoir une administration performante à partir du moment où la rémunération dont il est question ici, elle est faite sur base de ceux qui détiennent ce qu'on appelle les numéros matricules. Il faut que la rémunération aille vers ceux qui performent dans l'administration pour rendre cette administration efficace et donc rendre les pays compétitifs. Et donc, cette réforme a consisté, premièrement, à la maîtrise des effectifs. Lorsque le président Tshisekedi arrive au pouvoir, nous avons, rien que pour la ville-province de Kinshasa, près d'1,5 million fonctionnaires, ce qui était une catastrophe. 1,5 million de fonctionnaires. Mais oui, il faut suivre les vice-premiers ministres de la fonction publique l'IAU. Sur 120 millions d'habitants. Sur 23 millions d'habitants, nous parlons de la ville, seulement de la ville de Kinshasa. Seulement de Kinshasa. Seulement de la ville de Kinshasa. Et un travail a été fait. Nous sommes partis de 1,5 million fonctionnaires pour la ville de Kinshasa jusqu'à arriver à près de 400 000. Est-ce que vous vous rendez compte de tout ce qu'on avait comme fictif? Nous sommes partis, par exemple, en province, il y avait à peu près plus de 137 000 fonctionnaires qui ont été toujours payés de façon fictive. C'est-à-dire que nous avions des Congolais qui habitaient au Canada, qui habitaient en France, mais qui avaient des numéros matricules et qui se faisaient payer. Pourquoi ? Parce que la fonction publique d'avant, elle était une fonction publique où on rémunérait les numéros matricules et non un individu assis à un poste et qui était rémunéré sur base des performances. Donc, la première réforme, elle a consisté à ça. Aujourd'hui, nous sommes quasiment arrivés à un niveau de maîtrise plus ou moins des effectifs. La deuxième réforme que le président Tshisekedi a apportée, c'était de pouvoir, une fois qu'on a maîtrisé les effectifs, une fois qu'on a donné des missions, un poste, une mission, il fallait mettre en place la redynamisation de ce qu'on a appelé l'École nationale d'administration, l'ENA. Et donc, aujourd'hui, l'ENA est au centre de, on va dire, la rénovation de l'administration publique. Depuis l'avènement de Félix Tshisekedi jusqu'à aujourd'hui, il y a encore quelques semaines, nous étions, le président lui-même était présent à la sortie. Il a assisté à la cérémonie de sortie. Le 10 février dernier, effectivement, il a annoncé la construction d'un campus dédié à l'ENA. Ben voilà. Donc, ça c'était la deuxième chose. La troisième chose, mon aîné l'a dit, les problèmes qui se posent aujourd'hui est un problème plutôt conjoncturel. Un problème technique lié au fait, au fait de la politique monétaire qui a été actuellement optée par à la fois la Banque centrale du Congo, mais il y a également au niveau des arrivées des nouveaux membres du gouvernement, notamment au niveau du ministère du Budget et au niveau du ministère des Finances, il y a techniquement un travail qui est en train de se faire. Encore une fois de plus, Félix Tshisekedi, quand il arrive au pouvoir, nous trouvons, je vais donner un exemple comme ça, par exemple, à la Poste de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi trouve les fonctionnaires de la Poste avec 53 mois d'impayés. Vous prenez par exemple au niveau de l'ECTP, ce qu'on appelait hier l'ONATRA, Félix Tshisekedi trouve des fonctionnaires de l'ONATRA avec 83 mois d'impayés. Aujourd'hui, les efforts ont été consentis financièrement pour pouvoir éponger, après qu'on ait maîtrisé les effectifs, pour pouvoir éponger les impayés et se mettre dans l'ordre des paiements. Et donc, forcément, je vais dire, tout ce travail a été fait sans attendre l'attitude alarmiste du Fonds monétaire international. Tout ce travail a été fait parce que la République démocratique du Congo est dans un élan des chantiers où, secteur par secteur, il faut faire un travail pour pouvoir normaliser les choses. Et donc, oui, il y a eu énormément de catastrophes au niveau de la fonction publique. Oui, il y a eu énormément des soucis. Oui, ces derniers jours, nous avons eu, environ une dizaine de jours de retard
au niveau des paiements, mais la situation n'est pas aussi, on va dire, alarmante que ça ne peut donner, l'impression. Monsieur On Carlier. est pris par le temps, malheureusement, sinon on aurait pu continuer. Mais on vous réinvite sur ce plateau. Vous êtes encore là avec nous. Je suis encore. On vous réinvitera. Ouais. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas, chers téléspectateurs, à m'envoyer vos commentaires, vos photos, vos avis sur ce sujet, sur mon adresse mail qui s'affichera au bas de l'écran. Cher doyen, Romain a une surprise pour vous avant de partir. Regardez à l'écran. Il avait une surprise pour vous, Romain. Il est là. Regardez, Il est là. la surprise, c'est pour vous. En référence à votre costume. Merci à vous. Passez une bonne soirée. Merci.